Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom. Je m'appelle Karl Grux, je suis chargé de communication à France ESF et aujourd'hui on va parler précarité énergétique. On rencontre Cindy qui travaille en service local d'information pour la maîtrise de l'énergie. Elle a participé sur son territoire à la mise en œuvre de ce service, à la construction d'outils, de partenariats et à faire remonter les besoins de terrain. Ici, dans ce nouvel épisode, c'est un retour aux fondamentaux de l'ESF. Première question, en quoi consiste votre fonction? Où est-ce que vous êtes CESF? Alors moi, je suis CESF à Solia dans le Morbihan. Donc Solia est prestataire pour le conseil départemental du Morbihan pour la mise en œuvre, pour participer à la mise en œuvre d'un SLIM, un service local d'information pour la maîtrise de l'énergie, renommé MSE, Morbihan Solidarité Énergie. Ok. Et donc je suis chargée de visite et d'accompagnement sur le dispositif. Donc je suis amenée à me déplacer au domicile des ménages qui ont été repérés par des travailleurs sociaux majoritairement, des ménages repérés en précarité énergétique. Donc je fais les visites Ok. et j'ai 3 portes d'entrée, le bâti, les usages et les équipements. Et du coup, c'est une visite qui dure environ 2 heures, durant laquelle j'aborde ces 3 thèmes. Et j'apporte conseils, notamment en termes d'éco-gestes. On fait un peu le constat de ce qu'il y a dans la maison, des problèmes rencontrés. Et puis, l'idée, c'est d'apporter des solutions par la suite. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des exemples de situations, par exemple? Oui, des personnes en général qui ont des factures d'électricité, souvent c'est l'électricité ou en tout cas d'énergie très élevées, qui comprennent pas. Donc on va essayer de comprendre si ça vient d'un problème d'isolation, si ça vient d'un problème d'équipement un peu vétuste ou si c'est un mauvais usage des appareils, de chauffage notamment. C'est un peu public, locataire, parc privé, locataire, parc social et propriétaire occupant également. Et donc la mission d'accompagnement socio-technique va souvent d'ailleurs se tourner vers les propriétaires occupants pour les aider à améliorer leur logement. Ils ont donc peu de moyens, ils sont en situation modeste, voire très modeste. Et l'idée, c'est de pouvoir leur apporter des solutions soit d'urgence, soit les accompagner dans un projet de rénovation globale avec des financements de l'État. D'accord. Ce sont pas forcément des personnes qui sont suivies par les services sociaux, ça peut être vraiment tout public. Pas toujours. Pas Hmm. toujours. Il y en a. Ça va être plutôt la majorité parce que ce sont souvent les travailleurs sociaux qui nous font les orientations. Après, il y a aussi une partie des donneurs d'alerte qui sont juste instructeurs du fonds Énergie-Eau. Donc, il peut y avoir un lien quand ils voient que les personnes reviennent tous les ans. Eh bien, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de revenir tous les ans. Mais c'est pas le cas. Notamment, les propriétaires occupants sont pas toujours suivis. Ils sont pas toujours en demande de suivi social. D'accord. Est-ce qu'il y a un public type? Non, après, voilà, comme on touche aussi bien les locataires du parc privé, les locataires du parc social et les propriétaires occupants, après on est souvent même sur des personnes qui ont des minima sociaux ou des ressources en lien avec des problèmes de santé, donc qui vont percevoir des pensions d'invalidité, des choses comme ça. Donc on est sur des ressources assez modestes. D'accord. On est sur pas mal de personnes seules et des familles monoparentales qui sont souvent en grande difficulté budgétaire, financière, d'équilibre en tout cas à ce niveau-là. D'accord. Il y a donc aussi la notion d'accompagnement, j'imagine. Est-ce que c'est une question de quelques rendez-vous, enfin quelques semaines, quelques mois, ça peut être quelques années aussi Alors, l'accompagnement? ça avait été formalisé au début, mais aujourd'hui, on est sur des accompagnements qui peuvent durer 2 ans, en D'accord. lien avec la longueur des démarches, notamment de travaux, en fait, entre le moment où il faut trouver des devis, le Mhm. moment où il faut déposer les demandes d'aide. Voilà, donc, et puis la temporalité n'est pas forcément la même pour tout le monde, donc il faut respecter aussi la temporalité des personnes accompagnées voilà, et respecter ça. Et donc voilà, on met aussi des aides à la décision. Est-ce qu'il parfois faudrait pas mieux vendre plutôt que d'investir beaucoup d'argent dans une maison qu'on ne peut Mhm. plus entretenir. Voilà, ça peut être aussi des appuis comme ça qu'on peut apporter. D'accord.
Est-ce que vous êtes seul pour exercer ou c'est une équipe justement en slim qui pratique Alors, le SLIM est départemental. Nous, Solia, on est trois personnes, trois CESF. C'était une demande du conseil mhm. départemental d'avoir des profils CESF. Donc on est trois, nous, à Solia. Ensuite, il y a deux personnes dans une agence locale de l'énergie sur un autre secteur et une troisième personne sur un autre secteur encore. Donc en fait, on est six chargés de visite, une coordonnatrice située à la DIL et une chef de projet au département. D'accord. Donc, comment ça se fait qu'ils souhaitaient vraiment avoir les profils CESF? Est-ce que c'est lié du coup aux bases un peu techniques du BTS? Tout à fait. Et le profil, voilà, l'aspect social et l'aspect Mhm. technique, puisque on est vraiment, nous, on fait un diagnostic socio-technique quand on va au domicile des ménages. Donc effectivement, le profil CESF, et c'est également mon point de vue, est totalement approprié en fait pour ce poste. On n'est pas toutes CESF parmi Mhm. toutes les chargées de visite. Il y en a une qui a un profil très technique et qui est justement assez en difficulté pour l'approche un peu sociale des ménages. Et nous, on va réussir à aborder en fait tout cette, voilà, vraiment la globalité de la situation des personnes. Et à mon sens, voilà, le profil CESF est vraiment idéal. On D'accord. revient aux fondamentaux de l'ESF en plus au niveau technique. Donc Ouais. voilà, c'est Est-ce que vous y étiez de quelle réforme vous? alors moi j'ai eu mon diplôme en 2005 et je crois qu'il y D'accord. a eu une réforme du BTS en 2001. Donc Ok. j'ai passé une réforme du BTS en 2003 D'accord. et ensuite Donc ça sur reste des en parcours. accord du coup avec tout ce que vous avez pu voir en Oui, formation. Ouais. oui, oui, oui. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a une journée type un petit peu dans cette pratique-là? Une journée type, alors il y a deux types de journées type, j'aurais tendance à dire. Le jour des visites, donc nous, on, on fait à peu près deux visites par jour quand on part en visite, hein. Donc Ok. on fait à peu près deux à trois visites par semaine. Ok. Et on en fait deux parce que les visites durent entre 2 et 3 heures, en moyenne Ah deux oui. heures trente. Ah oui. Oui, puisque le volet bâti, usage, équipement, c'est quand même assez vaste. Donc on passe, voilà, si on veut apporter des conseils, si on veut faire le tour du logement, quand c'est des grandes maisons, etc. Donc oui, on peut y passer facilement 2 heures et demie. Et on a ensuite la rédaction du rapport qui vient donc dans un deuxième temps. Donc on rédige un rapport qui fait environ une dizaine de pages. Donc qui reprend tout ce qu'on a pu se dire, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu constater. On reprend la parole des gens, on refait le point sur leur Mhm. situation et surtout on apporte des solutions, on essaye d'apporter des solutions et des orientations. Donc on a la journée type visite et la journée type bureau qui va plus être du traitement administratif, de la rédaction de rapports, des contacts téléphoniques avec des ménages qu'on a soit à rencontrer, soit à déjà rencontrer et refaire le point. Et ouais. Donc on est voilà, on va dire qu'on est sur deux journées type avec une lourde charge administrative quand même. Ouais. Les personnes, donc, ouais, est-ce qu'elles trouvent forcément bénéfice de l'accompagnement? Ça peut être euh, imposé, entre guillemets, j'allais dire. Non, alors les visites, elles sont toujours, normalement, elles ont accepté de recevoir notre visite, donc dans la visite socio-diagnostique, Mhm. cette première étape. Ensuite, tout le monde ne bénéficie pas d'un accompagnement socio-technique. On va vraiment le mettre en place quand on va détecter chez le ménage des difficultés à mettre en œuvre les préconisations. Donc on est souvent sur un accompagnement aux travaux parce qu'aujourd'hui c'est assez nébuleux, hein, tout ce qui est aide financière. Et puis nous on a des leviers d'action qu'on ne va pas retrouver forcément ailleurs. Mais ça peut être aussi du suivi de consommation, de l'accès aux droits ou un peu de tout sur la même situation parce qu'on c'est pas lors du diagnostic qu'on va pouvoir identifier toutes les problématiques. Donc c'est vraiment, mais quand on sent qu'il y a des fragilités, on peut proposer l'accompagnement socio-technique et de même que pour la visite, ils donnent leur accord. Là également, ils donnent leur accord pour l'accompagnement. D'accord, ok. Est-ce que vous travaillez en partenariat s'il y a par exemple des travailleurs sociaux qui font de la SLL, le MASP Oui, tout à ouais. fait. Donc déjà, on va travailler en lien avec
le travailleur social qui accompagne la famille. On va essayer de se rencontrer pour se déterminer chacune ou chacun des missions d'accompagnement en fait. Voilà, moi je m'occupe plutôt de ce volet-là, vous de celui-là. Et ensuite, effectivement, on peut mettre en place un accompagnement, par exemple pour du relogement, pour commencer à lancer les démarches le temps qu'une mesure d'ASEL ou d'ASLL se mette en place. Donc on peut être amené à faire des demandes d'ASEL voilà. Et après, on a plein d'autres partenaires qu'on peut solliciter également, qui sont propres à notre dispositif. On a les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne, qui interviennent de façon gratuite chez les ménages qu'on rencontre sur notre demande. Donc ça va d'installer une barre de rideau chez la personne âgée de 85 ans qui ne peut plus monter sur une chaise, comme remettre en sécurité l'installation électrique. Donc voilà, il y a eu un gros travail de partenariat justement qui a été effectué par la chef de projet au département. D'accord. J'imagine qu'il y a souvent des partenaires un peu récurrents. Oui, tout à fait. Donc les compagnons bâtisseurs, les CMS, les CCAS si on peut, les associations qui mettent en œuvre les mesures d'ASEL. On a aussi un partenaire qui est EDF qui nous finance un peu une contribution pour permettre de débloquer les dossiers de travaux. Voilà, il y a vraiment eu un gros travail en amont au niveau du département et qui continue de se construire, ce travail de partenariat, il continue de se construire bien sûr. Et du coup, on a un dispositif qui a pas mal de leviers d'action et ça lui donne beaucoup de sens et on a beaucoup de chance en fait aussi sur ce dispositif. D'accord. Vous parlez donc oui d'accompagnement individuel, de beaucoup de visites à domicile donc. Oui. Est-ce qu'il y a un volet collectif aussi? Pas du tout. Du tout. Non, du tout, pas d'action collective auprès des ménages qu'on rencontre, non. Autant ça peut être un peu plus difficile aussi. On s'appuie si vraiment on veut du collectif, on va s'appuyer sur certains CCAS qui ont des maisons témoins, des appartements témoins pour un travail sur les éco-gestes en collectif. On peut s'appuyer sur eux. Okay. Les visites à domicile, donc j'ai l'impression que ça fait quand même une grosse part du travail. Est-ce qu'il y a eu forcément des difficultés liées à la crise sanitaire? Alors, pour parler un peu de cette crise sanitaire, nous, ce qu'on a maintenu pendant le premier confinement, donc de mars à mai 2020, c'est qu'on a décidé de faire des entretiens par téléphone, soit pour maintenir le lien, soit pour créer le lien de personnes avec qui on avait prévu des rendez-vous ou des personnes chez qui on devait programmer une visite. Et on s'est rendu compte que c'était quand même un outil assez intéressant, que déjà par téléphone, on pouvait apporter des solutions, on pouvait déjà faire des orientations, on pouvait faire des préconisations, on pouvait quand même demander, allez voir votre radiateur, dites-moi sur quoi il est, etc. On pouvait déjà avoir un premier niveau de réponse. On s'est interrogé par la suite à poursuivre, mais ça a déstabilisé un peu les chargés de visite dans la visite à domicile. On avait tendance à passer à côté de certaines choses. L'idée étant aussi de réduire ce temps de visite quelque part qui pouvait, en temps de Covid, être plutôt approprié. Moi, je n'ai pas continué de le pratiquer. Après, en visite, forcément, il y a le masque qui va créer de la distance. Mais par moment, quand on doit expliquer le fonctionnement d'un équipement ou d'un appareil, si on n'est pas à deux proches pour montrer les manettes, les consignes de chauffe, etc., c'est un peu compliqué. Donc, effectivement, on ne peut pas toujours respecter la totalité des gestes barrières ou en tout cas sur la totalité de la visite. Par contre, on a eu très peu d'annulations de visites en fait liées au contexte sanitaire. D'accord. Comment ça se fait? Ils étaient prêts à nous recevoir, ils n'avaient pas peur de nous recevoir. Okay. On a eu très peu. Au tout début, j'ai eu des personnes qui ne voulaient pas porter de masque. Voilà, donc on a reporté. D'autres, on en a eu vraiment très peu qui ont demandé à attendre la fin de la crise pour se rencontrer. Je pense qu'ils sont tous très concernés par par le sujet de l'énergie, je pense,
Et ça, c'est aussi un point noir dans leur budget pour la plupart, donc, ou un point noir dans leur confort et de se sentir bien dans leur maison. Donc, je pense que pour eux, c'était important de pouvoir bénéficier de la visite encore Ouais. malgré le contexte. Oui, histoire de garder quand même ce lien-là aussi. Et Ouais. est-ce que du coup toutes ces alternatives aux visites à domicile, c'était travaillé collectivement, c'était une volonté institutionnelle ou chaque travailleur social a un petit peu une pratique différente? Alors nous, ça a toujours été des décisions en lien avec notre chef de projet, notre coordonnatrice. Donc en général, on nous laissait déjà ça dépendait aussi des consignes de notre structure. Par exemple, dès qu'on a été reconfiné en octobre, on nous a dit non, les visites à domicile, vous continuez. Ok. Même si nous, notre service n'est pas, enfin, les autres services sont rentables pour notre structure en fait. Donc si pas de visite, pas de dossier, pas de dossier, pas de financement. Hmm. Nous, on a un financement à part, donc on n'est pas concerné par cette logique. Mais on a suivi les consignes de notre structure quand même. On en a toujours échangé en équipe avec la coordonnatrice Hmm. voilà, qui a pu donner ses conseils, qui a pu éclairer aussi parfois avoir un avis éclairé. Donc voilà, en général, c'est quand même toujours échanger en équipe et discuter bien sûr. Ouais. D'accord. De manière générale, avec ce métier-là, quelles sont les difficultés à prendre en compte? Sur notre poste, les difficultés, c'est souvent l'inertie, hein, notamment en accompagnement. Ça prend du temps en fait. Mhm. Tout prend beaucoup de temps, notamment parce qu'on est aussi dépendant d'autres structures ou d'autres services. Ce qui fait que nous, on peut très bien avoir mené nos démarches, avoir fait tout ce qu'il fallait, mais au final, ça bloque plus haut, ça bloque à un autre endroit. Donc, voilà, ça peut être parfois long pour les personnes. Il y a la temporalité des personnes et Mhm. puis il y a la temporalité des démarches aussi voilà, parfois ça peut être long. Malheureusement, c'est difficile pour nous de mener de front l'accompagnement, la mission accompagnement et la mission visite. Parce que du coup, on pourrait peut-être mettre fin plus rapidement à des accompagnements, mais c'est juste qu'en fait, le partage dans l'emploi du temps et la charge, la lourdeur de la Mhm. tâche aussi, des tâches, fait que on est tous un peu dans cette situation-là. Hein. On est souvent à gérer de l'urgence et malheureusement, ceux qui se manifestent pas, on va les appeler, puis on Mhm. décale dans le temps. Donc voilà, on est souvent voilà sur de la gestion de mails qui arrivent, de voilà la rédaction des rapports parce qu'on a des délais conventionnels à Mhm. respecter. Donc normalement, on est censé envoyer le rapport dans les 7 jours qui suivent la visite. Donc Ok, ça nous voilà. Mais les difficultés, non, ça, sinon je vois pas d'autres c'est déjà pas difficultés. Il y en mal. a sûrement. Hein. Il y en a sûrement. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier-là? Alors moi, sur cette fonction, en fait, j'ai commencé sur le dispositif au moment où on le mettait en œuvre. Donc j'ai participé à le faire évoluer et ça c'est passionnant. Faire évoluer les outils, faire évoluer les partenariats, faire remonter les choses du terrain pour modifier Mhm. certains éléments. On avait une chef de projet au département qui a réalisé un vrai pilotage. Donc c'était très agréable de pouvoir s'appuyer sur elle, qu'elle prenne en compte nos demandes, nos retours d'expérience. Ok. Donc ça c'est vraiment voilà, passionnant. C'est aussi un retour un peu aux fondamentaux de l'ESF, donc c'est assez Mhm. appréciable aussi de revenir un peu sur l'aspect technique qu'on oublie souvent quand on a passé le DE et qu'on est plus sur de Mhm. l'accompagnement social. Et puis ce dispositif, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément d'outils, il y a énormément de moyens. Des aides financières c'est souvent hein, dans le social les moyens le financier qui pose souci. Là on a quelques leviers quand même intéressants et des partenariats également intéressants qui font vraiment de ce dispositif un outil départemental voilà qui a montré son efficacité et c'est passionnant de travailler de cette façon, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire, on sent la passion quand vous racontez un petit peu Ouais, le métier. c'est très prenant, très Ouais. très prenant, mais
c'est vraiment un dispositif voilà, qui vraiment apporte quelque chose au ménage, quoi, qui peut débloquer les situations, qui apporte des réponses. Donc, Que ce soit dans ce métier-là ou peut-être un autre, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué au cours de votre carrière? je vois pas. Bon là, c'est toujours voilà, hein, de retrouver le sourire sur le visage des gens qui retrouvent du confort, un peu de chauffage pour l'hiver à venir, des choses comme ça. Eh ben, merci à vous, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci Karl, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Pensez à liker, commenter et surtout partager ce podcast auprès de vos collègues ou sur vos réseaux sociaux. Cela nous aide beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode.